Bon, hello Océane, comment tu vas? Hello Mathilde, trop bien et toi? Ouais, je suis trop contente d'être ici avec toi. Hyper excitée et hyper contente qu'on soit là. Trop bien. C'est notre premier podcast toutes les deux. Oui. Et le premier podcast pour toi. Exactement. En tout cas, bonjour à tous. Vous êtes sur Hello. Be Empowered. Le podcast qui parle d'ambition au féminin. Aujourd'hui, on va aborder notre premier thème qui nous tenait vraiment à cœur. C'était la construction des standards et la déconstruction de nos standards, justement, pour arriver à s'en émanciper. Et je pense que la première question à te poser, Océane, c'est déjà, toi, avec quel standard tu t'es construite? Alors, merci pour cette question Mathilde. Et ouais, c'est un sujet qu'on voulait énormément aborder. Alors déjà, ce qu'on entend par standard, juste qu'on soit au clair sur la définition, c'est vraiment en fait ces éléments qui te permettent à te rattacher à une certaine classe, en fait, qui vont te permettre de valider ta lignée là où tu penses aller et qui sont indispensables pour que tu te sentes toi un peu réussir, tu vois, pour que tu dises c'est ok, enfin j'ai assumé mon chemin de vie. Alors, je me suis construite autour de plusieurs schémas. Je pense que le premier, il est dû à l'environnement socio-économique duquel je viens et également ethnique. Donc, on va commencer par le socio-économique parce que je pense que c'est celui-là qui a le plus d'impact sur mes standards que j'ai créés, puisque je viens d'une classe moyenne plus. Genre, en gros, on est assez bien pour que mes parents, enfin, pour que je n'ai pas eu à sentir des besoins d'argent où j'étais dans le confort en réalité. Et en même temps, pas assez pour arrêter de travailler là aujourd'hui ou pour ne pas avoir d'ambition. On n'est pas encore héritière. Mince! Mais néanmoins, on est quand même dans une classe qui est plutôt pas mal. Et pour se reconnaître entre nous, on a des standards, notamment le bac+5 qui valide en fait le bagage intellectuel. Je ne sais pas si tu partages aussi cette idée, si c'est quelque chose que tu estimais qui était important ou pas. Je reviens de mon séminaire. Le parcours de chacun d'entre nous était globalement le même. On avait les mêmes rêves, on a grandi dans le même style de famille, etc. Et pourtant, je te parle de personnes où tu partages pas spécialement la même couleur ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment qu'on vient tous, cette classe, middle plus, un peu aisée. Et c'est là, en fait, rentre en cause mon origine ethnique, c'est que en plus des standards qui sont à valider en raison de ma classe sociale et économique, j'ai aussi un standard qui est mis sous pression par mon origine ethnique, où j'ai beaucoup plus à prouver. Là où on va te demander d'avoir un bagage intellectuel qui soit une représentation un peu de ton statut social. Typiquement, tu dois faire quoi comme métier? Médecin, ingénieur, avocat. Et allez, on peut laisser place à quelques petits métiers comme la finance, etc. Donc toi, tu dirais que effectivement, si on résume, tu t'es vraiment construite avec deux standards, le socio-économique et l'ethnique. Exactement. Ok. Bah, pour faire un petit peu le parallèle avec toi, globalement, c'est un peu pareil. Moi, si tu veux, j'habite à Paris depuis que je suis née, dans un quartier assez bourgeois. Et forcément, d'une manière socio-économique, et parce que mes parents ont également fait des grandes études, il fallait absolument que j'ai un bac+5, tout comme toi. C'était vraiment le critère numéro un. Et en plus, il était impossible de redoubler, sinon j'étais reniée. Tu vois, donc vraiment, il y avait aussi ce vrai standard, et même par rapport à mes camarades de classe, tu vois. C'était impossible de ne pas avoir un bac+5. Et en plus, effectivement, de ce premier standard, il y avait le standard ethnique qui était de Mathilde, il faut que tu sois première. Donc, il faut que tu sois première en classe, il faut que tu aies les meilleurs diplômes. Et donc, j'ai aussi grandi tout au long de mon parcours avec cette pression où il fallait que je fasse toujours plus que les autres, tu vois. Je ne sais pas si toi aussi, tu as eu ce ressenti de « je dois faire plus que les autres », tu vois. Alors totalement, surtout en fait quand tu es une personne racisée, tes parents qui se sont développés en fait eux aussi dans ce cadre-là ont tendance à vouloir faire plus pour être considérés comme. Parce que d'ailleurs, ouais, on a oublié de se présenter, donc du coup j'en profite. Moi, je suis Océane, j'ai 32 ans et je suis manager dans un cabinet de conseil en finance. J'ai vraiment respecté les standards qui étaient attendus par mes parents. Et toi, Mathilde, je te retourne à la question du coup. Oui, complètement. Bah, si tu veux, moi j'ai à peu près le même parcours que toi, hein, finalement, parce que bah, j'ai aussi 32 ans. Pour l'info, on s'est rencontrés en études de droit. Exactement. Il y a un grand nombre d'années maintenant. Ouais. Ça nous rajeunit pas tout ça. Horrible de dire ça. Je suis du coup sales en IT. Ça fait 10 ans que je travaille dans l'IT. Je suis dans un des plus grands groupes américains aujourd'hui. Et effectivement, c'est vrai que j'ai toujours eu cette pression-là de la part de mon environnement socio-culturel également, tu vois. Parce que j'estime une femme enfin, on parlera de la femme après, mais quand t'es une femme ou une personne de couleur,
tu dans dois un en environnement France, où tu es souvent la seule de ta classe. exactement, et ce depuis longtemps, Grave. et bah tu dois toujours faire plus que les autres, tout simplement parce que, enfin, culturellement parlant, c'est ce que nous ont inculqué nos parents. Donc moi, effectivement, tout comme toi, c'est la première pression un petit peu que j'ai eue et le standard que j'ai dû respecter dans un premier temps. Et finalement, moi, la chance que j'ai eue, ou la malchance, c'est que mes parents m'ont mis beaucoup de pression, on va dire, pour avoir un certain standard dans mon bagage intellectuel, dans le type de métier que je vais faire. Mais moi, ils m'ont pas mis de pression dans les standards de femmes. C'est-à-dire que, je m'explique, c'était pas très clair. Les standards de femmes, j'entends quoi par là? J'entends le fait d'être mariée, se comporter d'une telle manière ou quoi que ce soit. Mes parents m'ont toujours dit, enfin, m'ont toujours considéré ni comme un homme, ni comme une femme, ni comme un noir, ni comme une blanche, mais comme un être humain à part entière. Et du coup, j'ai jamais eu cette pression, finalement, chez eux, de mon genre. En revanche, dans la vraie vie, quand je suis sortie du cocon familial, puisqu'on ne vit pas forcément d'amour et d'eau fraîche chez ses parents, et ben, j'ai été confrontée à ces standards, mais que la société m'a donné. Je sais pas, toi, comment tu le vois, ce standard un peu de la femme. Et qu'est-ce qu'on entend par le standard de la femme, d'ailleurs? En fait, je trouve qu'aujourd'hui, quand t'es une femme, tu dois être parfaite. Tu dois être belle, mais naturelle. Tu dois être indépendante, mais pas féministe. Tu dois avoir une belle carrière, mais aussi faire des enfants. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, on te demande d'être trop de choses à la fois. Et ça, je m'en suis rendu compte, je pense, après mes études. Comment tu te déconstruis au fur et à mesure? Alors, j'ai eu une première déconstruction qui a commencé à se faire, dans le sens où il n'y a pas que ces métiers qui existent. Et je me rappelle que c'était au lycée où je me dis, mais attends, j'ai le choix. En fait, mon choix ne s'arrête pas à ces 3 options. En fait, la carte est beaucoup plus grande. donnez-moi le menu. Mais finalement, j'ai regardé sur le côté et puis j'ai fini par suivre les attentes de mes parents. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs, puisque c'est parce que j'ai choisi de faire des études du droit, quoi, que finalement, on s'est un peu rencontrés pour ça, quoi. Et est-ce que tu vois, parce que moi ça m'est arrivé, donc j'en parlerai juste après, mais est-ce que ça t'est arrivé par la suite de t'être construite avec d'autres standards où t'as réussi justement à pas en avoir trop pour derrière être toi-même? Alors, j'ai commencé plutôt à me construire avec des standards et je pense qu'arrivé à la trentaine qui est cette décennie magnifique donc qu'on sous-estime de fou, je trouve, pour les femmes, c'est vraiment l'âge c'est l'épanouissement, vraiment. Bref, donc tout ça pour dire qu'à la trentaine, je m'écoute beaucoup plus et j'essaie de comprendre mes besoins parce que une fois que tu as coché tes standards, par exemple, moi, c'était d'avoir un poste un peu haut dans la finance, donc je suis manager dans un cabinet de conseil. Et je suis en mode, ok, je l'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que ça m'apporte de plus? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai l'impression que est-ce que je me sens complète? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a encore du travail? Enfin, comment je matérialise? Et là, je me sentis justement incomplète. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux, moi? Comment je m'épanouirais? Qu'est-ce qui me manque? Et j'ai cherché un petit peu partout, tu vois, j'ai passé le CFA parce que je pensais que c'était le côté, la simulation intellectuelle qui me manquait un peu plus. Au début, je pensais que c'était monter encore plus en grade, mais finalement, en fait, non, c'était juste mon cadre de vie, le salariat qui aujourd'hui n'était plus en adéquation finalement avec mes valeurs, la façon dont je voulais évoluer et la façon dont je voulais gagner ma vie. Je pense que je te parle de ça, mais tu es la mieux placée pour le comprendre puisque tu as un parcours qui est déjà avancé à ce niveau-là et qui est un peu similaire dans l'idée. Mais je te laisse en parler. Ouais, complètement. Et je te rejoins sur le point effectivement, j'ai coché toutes les cases. J'ai eu mon bac+5, j'ai un double diplôme. J'ai été dans le monde moi, je travaille dans le monde de l'IT, ça fait 10 ans que je travaille dans le monde de l'IT. Et là, je travaille dans l'un des plus grands groupes américains du monde, concrètement. Donc, j'ai coché cette case-là. J'ai eu mon permis. J'ai acheté un appart. Et tu vois, au bout d'un moment, t'as vraiment l'impression de t'être accompli. Et je te rejoins à un moment, tu te dis, mais je suis accomplie, mais je suis pas heureuse, en fait. Enfin, Exact. je suis accomplie selon les critères de la société, mais pas selon mes critères à moi. Parce que moi, mes critères à moi, c'est quoi? C'est que je veux être libre, je veux pas bosser pour un patron H24, je veux gagner plus que ce que je gagne actuellement, et surtout, je veux être mise dans aucune case. Et j'estime que toute notre vie, on a été mise dans des cases de femmes, de couleur noire ou métissée, comme moi, qui ont fait des études. Mais tu vois, si tu veux, je déteste être dans un carcan. J'ai toujours voulu sortir des carcans.
Et c'est pour ça qu'il y a 2-3 ans, j'ai vraiment commencé l'entrepreneuriat et j'ai vraiment commencé à me dire, ok, maintenant tu vis pour toi, t'arrêtes de vivre pour les autres, t'arrêtes de vivre pour ta mère qui t'a toujours dit le CDI, C'est la vie. c'est la vie, c'est la vie. C'est un slogan ce truc, tu vois. Mais je suppose que c'était comme ta mère. Enfin, Tellement. Jusqu'à présent. en fait, le CDI, ça représente quoi? La réussite et la sécurité. De fou, ouais. Totalement aligné. Totalement aligné. Et la sécurité, ça nous permet de survivre, entre guillemets, mais pas de vivre, j'estime. En tout cas, c'est mon avis. Et je trouve que pour trouver ton épanouissement, parfois, il faut justement aller dans ces zones un peu risquées pour pouvoir te trouver toi-même. En fait, l'absence de risque ne fait pas une vie prospère, en fait, en réalité. Il faut bien qu'on s'entende. C'est comme en finance. Plus tu vas prendre de risques, plus tu as des chances de gagner beaucoup, comme tu as des chances aussi de perdre aussi beaucoup. Parce que la cote est beaucoup plus forte. Et ben, c'est un peu la même chose. Soit tu restes dans cette zone de non-risque, donc à nous de choisir là où on veut aller. Ah, clairement. Clairement. Et puis, moi, la question que j'avais pour toi, et si tu veux, j'y répondrai par la suite, c'est comment tu as pris le pas, justement, pour changer de dynamique, pour changer de paradigme et pour commencer à te lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est un échec, c'est un échec au travail qui m'a lancé, qui m'a donné envie de me lancer justement dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on parle d'échec ou est-ce qu'on parle d'apprentissage, Océane? Alors, c'est un échec qui m'a permis d'apprendre. Mais ça a été en fait, j'ai considéré comme un échec. Mais l'échec, en fait, il faut pas voir l'échec comme un point. L'échec, c'est plus une virgule qui te dit, qui t'oriente vers une autre porte. Et finalement, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est que moi, j'ai toujours été la bonne élève, la bonne salariée, parce que c'est ce que mes parents m'ont appris et c'est ce que les standards voulaient. Donc, et en plus, dû à ma colère, je pense que j'en ai fait encore plus. Et je me suis toujours dit, en contrepartie de tout ce que je donne, le jour où je me demanderai quelque chose, on saura me remercier. Et la chose que j'ai demandé, c'est une mobilité à New York, dans le bureau new-yorkais. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on me l'a fait un petit peu à l'envers. On me l'a fait vraiment à l'envers. Et sauf que moi, c'était un besoin que j'avais préparé déjà pendant plus d'1 an. Et d'arriver au dernier moment, juste sur la volonté, en fait, subjective d'un homme qui pourrait être vexé ou pas pour X ou Y raison, et qui remettent en cause tout mon projet, ça me plaît pas. Ça me plaît pas et ça faisait très très mal. Et je me suis dit, je ne peux pas maîtriser ce que les gens vont faire de moi au travail. En fait, j'ai pas d'impact sur la façon dont ma carrière pourra avancer malgré toutes les actions que je vais pouvoir mettre en marche parce que ça dépend de quelqu'un d'autre. Donc comment en fait je reprends le contrôle? En créant des choses pour moi. Et c'est là qu'en fait j'ai commencé à me dire que finalement l'entrepreneuriat ça pouvait être une voie dans le sens où moi je l'ai toujours dit, c'est toujours entre toi et moi, ça a toujours été plus toi en fait finalement l'entrepreneuse. Et je me suis toujours dit mais moi j'ai pas d'idée, je vois pas quoi créer. Et à partir du moment où j'ai compris que je voulais reprendre le truc en main, j'ai eu 2 idées d'un coup que je suis en train de développer, j'espère qu'ils vont marcher. Mais On touche du bois. On va toucher du On touche du marbre. Mais du coup ouais, donc j'ai eu ces idées là et enfin à partir du moment où j'ai commencé à être ouverte, à comprendre qu'il y avait d'autres choses qui existaient, tout est arrivé à moi. Donc, je sais pas pour toi, d'ailleurs, toi, comment ça s'est passé? Bon, en fait, déjà, moi, j'ai toujours voulu entreprendre. C'est toujours quelque chose qui a été ancré en moi. J'ai toujours essayé plein de choses. Alors, raté plusieurs fois, mais encore une fois, c'était pas raté, c'était juste apprendre, essayer et voir où ça pouvait me mener. Et dans tous les cas, j'ai appris des choses. Tu vois, j'ai appris plein de choses en ayant des échecs, et je mets bien échecs entre guillemets, parce que c'est jamais des échecs, en fait. Effectivement, tu l'as bien dit, c'est une virgule et pas un point. Je suis arrivée à 30 ans, 29 ans, 30 ans. Encore une fois, j'avais ma... T'as pas 25 ans? Ça, c'est le Botox. Non, je rigole. Mais je suis arrivée à 30 ans et je me suis dit, c'est génial, ma checklist, elle est cochée. J'avais tout, en fait, si tu veux. Et je me sentais tellement pas heureuse. Tu vois, vraiment, je me suis dit, bon, allez, stop, c'est bon. Maintenant que tu as tout fait, maintenant que le devoir familial, maintenant que maman est contente de là où tu en es, vraiment ça, en plus. Stop, c'est bon. Tu vois, et je pense qu'on parle d'émancipation, du salariat, tout ça, mais l'émancipation des liens familiaux, c'est très important aussi. Et en fait, si tu veux, j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, donc forcément, j'ai fait une transition douce parce que je suis encore en salariat. Et l'idée, c'était vraiment déjà de faire quelque chose que je connaissais, c'est-à-dire de rester dans ma zone de génie, mais tout en le faisant de façon plus libre, donc en devenant freelance, quoi, concrètement. Donc, si tu veux, moi, je suis commerciale dans un grand groupe américain, et là, je suis commerciale, mais pour des plus petites structures, et je suis en freelance. Et j'ai commencé tout simplement à tester.
Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, le champ des possibles était hyper large, que je rencontrais énormément de personnes et que tu pouvais en vivre déjà, parce que c'est le premier point, parce que même si tous les standards, t'as l'impression d'avoir tout mis de côté, finalement, t'as quand même le gros spot sécurité qui a été mis par ta mère ou tes parents ou la société au-dessus de ta tête. Donc, tu te dis, bon, allez, je marche sur des œufs, mais j'y vais. Et j'ai commencé justement à me lancer, à récupérer des contrats, à être manager, à gérer des pôles de plus de 80 personnes, à faire beaucoup plus de choses que ce que je pensais faire aujourd'hui. Et donc, je pense que ça t'ouvre tellement les portes, mais ça t'ouvre aussi l'esprit. Et c'est ça qui te permet vraiment de commencer et de mettre un pied à l'étrier, tu vois. Donc, c'est vraiment de tester des choses. Et derrière, ça prend, tant mieux. Ça prend pas, t'as appris, c'est pas grave. Il y a aucun échec, il y a que des apprentissages. Alors ok, tu vas me dire c'est un truc à l'américaine, super génial, mais c'est vrai. Moi, le nombre de formations que j'ai faites, que j'ai essayé, où j'ai échoué, j'ai perdu plus d'argent qu'autre chose, il y en a plein. Mais c'est pas grave. Et c'est comme ça que tu vas avancer justement. Et donc là, c'est le moment où effectivement, moi j'ai commencé à me déconstruire. Mais comment tu déconstruis certains schémas que t'as pu avoir et qui t'empêchent d'avancer? Alors, le premier, du coup, c'est le salariat. Et en fait, il y a plusieurs problèmes avec le salariat. C'est que le salariat, ça te permet d'avoir ta sécurité, mais aussi, en fait, avec les types de postes qu'on a, on a des salaires qui sont assez élevés. Et de réussir à pouvoir avoir une espèce de stabilité où tu arrives à retrouver ça dans l'entrepreneuriat, ça peut être très, très compliqué. Donc, je pense que c'est la première étape, en fait, pour me dire, bon, vas-y, tu peux le faire, etc. Et en plus, aussi, investir ton argent pour créer une entreprise, déjà, il faut avoir l'argent pour l'investir. Et ensuite, la peur, en fait, d'échouer, de dire tout ce que j'ai économisé, au lieu d'acheter une maison, comme on me l'avait bien demandé, qui est un investissement sûr et qui est rentable, etc., et ben, je choisis de le mettre dans quelque part où je ne sais même pas si ça va avoir un impact, si je vais pouvoir retirer un revenu de tout ça. Et ça, je pense que c'est aussi tout ça à déconstruire, toutes ces idées à se dire que c'est OK, tu peux réussir. Et puis, aussi un mode de vie, c'est la déconstruction d'un mode de vie. On n'est pas obligé d'aller au travail tous les jours. On peut travailler en ayant des vacances. Tu sais, le principe de toujours bosser, mais dans des lieux super cool, sympas, etc. Mais donc, t'es jamais en vacances non plus, mais t'es jamais non plus totalement dans un lieu strict de travail. Et pourtant, tu produis beaucoup. Moi, ce concept-là me plaît de fou. Et je sais qu'il y a quelques années, pour moi, c'était même pas envisageable. Alors, juste d'imaginer ça, c'était pas possible. Alors que maintenant, c'est plutôt l'inverse, de me dire que je dois avoir un rythme très boulot-travail, enfin métro-boulot-dodo, métro-boulot-dodo, qui est pour moi pas du tout envisageable. Ouais, donc tu commences le chemin doucement et tu vas finir par au final plus faire ni métro ni boulot, juste vivre pour toi. Et il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. Le meilleur investissement que tu peux faire, c'est un investissement sur toi-même. C'est pas un investissement dans la pierre, c'est pas un investissement dans l'or. Alors, je suis pas experte, donc je suis pas là pour vous faire un cours d'investissement, mais investis sur toi-même parce que tu es la meilleure compétence que tu pourras mettre en exergue et justement te développer et créer quelque chose en fait. Donc ça peut être du sales, ça peut être du media buying, ça peut être du marketing, ça peut être du copywriting, enfin bref, peu importe. Mais aujourd'hui, en fait, la meilleure chose qui existe, c'est toi. Donc, investis sur toi. Bon, merci beaucoup les stars de nous avoir écoutés. C'était notre premier podcast, donc on a vraiment envie d'avoir vos retours. N'hésitez pas à partager l'épisode, à le noter. Vous pouvez nous trouver sur Spotify, TikTok, Instagram. Nous sommes les Be Empowered, le podcast qui vous parle de ambition et de la réalité pour les femmes. Et donc, on se retrouve bientôt, dans 2 semaines, pour un prochain épisode. Merci. Ciao les stars.